En constituant la propriété foncière, le législateur a voulu une chose, c'est que la terre ne fût pas aux mains de l'État. Communisme et gouvernementalisme dangereux, mais sous la main de tous. La tendance est, en conséquence, on ne cesse de nous le dire, à l'équilibre des propriétés et ultérieurement à celui des conditions et fortunes. C'est ainsi que par les règles de l'association industrielle qui, tôt ou tard, à l'aide d'une législation meilleure, comprendra de vastes corps d'industrie, chaque travailleur a la main sur une portion du capital. C'est ainsi que, par la loi de diffusion du travail et la répercussion de l'impôt, tout le monde doit payer sa part, à peu près égale, des charges publiques. C'est ainsi que par une véritable organisation du suffrage universel, tout citoyen a la main sur le gouvernement. C'est ainsi encore que par l'organisation du crédit, tout citoyen a la main sur la circulation, se trouve à la fois commanditaire et commandite, escompteur et banquier devant le public. C'est ainsi que par l'enrôlement, chaque citoyen a part dans la défense, par l'éducation, part dans la philosophie et la science. C'est ainsi enfin que par le droit de libre examen et de libre publicité, chaque citoyen a la main sur toutes les idées et les idéalités qui peuvent se produire. L'humanité procède par des approximations. 1. Approximation de l'égalité des facultés par l'éducation, la division du travail, le dégagement des aptitudes. 2. Approximation de l'égalité des fortunes par la liberté commerciale et industrielle. 3. Approximation de l'égalité de l'impôt. 4. Approximation de l'égalité de propriété. 5. Approximation de l'anarchie. 6. Approximation de la non-religion ou non-mysticisme. 7. Progrès indéfini dans la science, le droit, la liberté, l'honneur, la justice. C'est une preuve que la fatalité ne gouverne pas la société, que la géométrie et les proportions arithmétiques ne régissent pas ses mouvements, comme la minéralogie et la chimie, qu'il y a là une vie, une âme, une liberté qui échappe aux mesures précises, fixes, gouvernant la matière. Le matérialisme, en ce qui touche la société, est absurde. Ainsi, sur cette grande question, notre critique au fond reste la même, et nos conclusions sont toujours les mêmes. Nous voulons l'égalité de plus en plus approximée des conditions et des fortunes, comme nous voulons l'égalisation de plus en plus approximée des charges. Nous repoussons, avec le gouvernementalisme, le communisme sous toutes ses formes. Nous voulons la définition des fonctions officielles et des fonctions individuelles, des services publics et des services libres. Il n'y a qu'une chose nouvelle pour nous dans notre thèse, c'est que cette même propriété, dont le principe contradictoire et injurieux soulevait notre improbation, nous l'acceptons aujourd'hui tout entière, avec sa réserve également contradictoire. Dominium est ius utendi et abutendi re sua, quatenus iuris ratio patitur. Nous avons compris enfin que cette opposition de deux absolus, dont un seul serait irrémissiblement condamnable, qui tous deux ensemble devraient être rejetés, s'ils marchaient séparément, cette opposition est le fondement même de l'économie sociale et du droit public. Sauf à nous à la gouverner et à la faire agir selon les lois de la logique. Que faisaient les apologistes de la propriété, les économistes de l'école de Say et de Malthus? Pour eux, la propriété était un sacrement qui subsistait seul et par lui-même, antérieurement et supérieurement à la raison d'État, indépendamment de l'État, qu'il déprimait au-delà de toute mesure. Ils voulaient donc la propriété indépendamment du droit, comme ils veulent encore la concurrence indépendamment du droit. La liberté d'importation et d'exportation, indépendamment du droit. La commandite industrielle, la bourse, la banque, le salariat, le fermage, indépendamment du droit.
c'est-à-dire que dans leur théorie de la propriété, de la concurrence, du crédit, non content de professer une liberté illimitée, une initiative illimitée, que nous voulons aussi, ils font abstraction des intérêts de collectivité, qui sont le droit. Ne comprenant pas que l'économie politique se compose de deux parties fondamentales, la description des forces et phénomènes économiques en dehors du droit et leur régularisation par le droit. Qui oserait dire que l'équilibration de la propriété, comme je l'entends, est sa destruction même? Quoi donc? N'y aura-t-il plus de propriété parce que le fermier participera à la rente et à la plus-value? Parce que les droits du tiers qui a bâti ou planté seront consacrés et reconnus? Parce que la propriété du sol n'emportera plus nécessairement celle du dessus et du dessous? Parce que le locateur, en cas de faillite, viendra avec les autres créanciers au partage de l'actif, sans privilège? Parce qu'entre détenteurs légitimes, il y aura égalité, non hiérarchie. Parce qu'au lieu de ne voir dans la propriété que la jouissance et la rente, le détenteur y trouvera le gage de son indépendance et de sa dignité. Parce qu'au lieu de n'être qu'un personnage vulgaire et ridicule, M. Prudhomme ou M. Jourdain, le propriétaire sera un citoyen digne, conscient de son devoir comme de son droit, la sentinelle avancée de la liberté contre le despotisme et l'usurpation. La propriété transformée, humanisée, purifiée du droit d'aubaine ne sera plus sans doute l'antique domaine quiritaire, mais elle ne sera pas davantage la possession octroyée, précaire, provisoire, grevée de redevances, tributaire et subordonnée. J'ai développé les considérations qui rendent la propriété intelligible, rationnelle, légitime, hors desquelles elle demeure usurpatoire et odieuse. Et même dans ces conditions, elle conserve quelque chose d'égoïste qui m'est toujours antipathique. Ma raison égalitaire, anti-gouvernementale, ennemie de l'acharnement et des abus de la force, peut admettre, appuyer la propriété comme un bouclier, une place de sûreté pour le faible. Mon cœur ne sera jamais à elle. Je n'ai pas besoin, quant à moi, ni pour gagner mon pain, ni pour remplir mes devoirs civiques, ni pour ma félicité de cette concession. Je n'ai pas besoin de la rencontrer chez les autres pour venir en aide à leurs faiblesses et respecter leurs droits. Je me sens assez d'énergie, de conscience, de force intellectuelle pour soutenir dignement toutes mes relations. Et si la majorité de mes concitoyens me ressemblaient, qu'aurions-nous à faire de cette institution? Où serait le danger de tyrannie? Où le risque de ruine par la concurrence et le libre-échange? Où le péril pour le petit, le pupille et le travailleur? Où serait aussi le besoin d'orgueil, d'ambition, d'avarice, qui ne se peut satisfaire que par l'immensité de l'appropriation? Une petite maison tenue à loyer, un jardin en usufruit me suffisent largement. Mon métier n'étant pas de cultiver le sol, la vigne ou le pré, je n'ai que faire d'un parc ou d'un vaste héritage. Et quand je serais laboureur ou vigneron, la possession slave me suffirait. La quote-part échéante à chaque chef de famille dans chaque commune. Je ne puis souffrir l'insolence de cet homme qui, le pied sur cette terre qu'il ne tient que par une concession gratuite, vous interdit le passage, vous défend de cueillir un bleuet dans son champ et de passer le long du sentier. Quand je vois toutes ces clôtures aux environs de Paris, qui enlèvent la vue de la campagne et la jouissance du sol aux pauvres piétons, je sens une irritation violente. Je me demande si la propriété qui parque ainsi, chacun chez soi, n'est pas plutôt l'expropriation, l'expulsion de la terre. Propriété particulière. Je rencontre parfois ce mot écrit en gros caractères à l'entrée d'un passage ouvert et qui semble une sentinelle vous défendant de passer. J'avoue que ma dignité d'homme se hérisse de dégoût. Oh, je suis resté un soldat de la religion du Christ, qui recommande le détachement, prêche la modestie, la simplicité d'âme et la pauvreté du cœur.
Arrière le vieux patricien, impitoyable et avare. Arrière le vieux patricien. Arrière le baron insolent, le bourgeois cupide et le dur paysan. Durus arator. Ce monde m'est odieux. Je ne puis l'aimer ni le voir. Si jamais je me trouve propriétaire, je ferai en sorte que Dieu et les hommes, les pauvres surtout, me le pardonnent.